Trouver le bon équilibre entre quantité et qualité. Comment arriver à faire les deux? En fait, pour faire de la qualité en quantité, il faut donner de la liberté à ton rédacteur. Comment est-ce que vous vous y prenez pour être productif et notamment, est-ce que vous utilisez des IA? On s'en sert beaucoup pour faire des V1 d'articles. Enfin, quand tu fais des workflows où il y a 5 mails et tu hyper personnalises très vite, enfin, tu as des trucs, tu peux avoir des centaines de mails. Le fait de ne pas mettre de pression aux résultats, en respectant leur rythme et leurs affinités, déjà, tu te garantis une grosse qualité. Si vous êtes leader marketing et que vous avez un projet d'expansion internationale en 2025, vous allez faire face à un gros challenge qui est la gestion de votre website en multilingue. Entre les allers-retours interminables sur la traduction, la gestion de projet et le SEO, c'est un process qui peut être long, coûteux et qui peut vous faire perdre des précieux points de conversion. Mais heureusement, il existe une solution pour ça, c'est Weglot. Weglot, c'est une solution de traduction en no-code qui vous permet d'avoir un site multilingue et optimisé SEO en quelques minutes seulement. Ils équipent plus de 110 000 sites web dans le monde et vous permettent, en plus de la traduction automatique, d'avoir une révision humaine, ce qui vous permet d'avoir du contenu de qualité, à budget optimisé et sans dépendre de votre équipe IT. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, il y a 3 choses à faire. Déjà, premièrement, vous pouvez aller écouter l'épisode de Conquête que j'ai fait avec Eugène, le CMO de Weglot. Je vous mets le lien dans la description. Deuxièmement, vous pouvez aller visiter le site web de Bulldozer si vous voulez voir à quoi ça ressemble puisque nous sommes clients Weglot depuis déjà quelques temps. Et enfin, grâce au code Bulldozer15, vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur votre première année d'abonnement. Merci à eux d'être partenaires de Conquête et bonne écoute. Un des gros challenges du contenu, et notamment sur la partie SEO, c'est trouver le bon équilibre entre quantité et qualité. Comment arriver à faire les deux, en fait, tu vois? Et du coup, je pense que c'est directement lié aussi au choix des sujets, etc. Mais vous, comment vous vous y prenez? Je pense que Shine, c'est un peu une spécificité parce que j'ai toujours eu tendance à en faire un peu trop. C'est quelque chose que je me reproche, que je ferais peut-être différemment dans mes prochaines boîtes. Mais historiquement, moi, j'ai commencé à bosser chez Le Lynx, où on faisait beaucoup de contenu. On avait 3 journalistes en interne, où on publiait 3 brèves tous les matins, plus un contenu froid l'après-midi en gros. Donc je viens d'un monde où on produisait beaucoup de contenu. Donc je viens de ça. Et après, je suis arrivé chez Easy by EDF, où du coup j'étais un peu plus responsable SEO et j'étais en charge vraiment de la strate de contenu. Et en fait, en arrivant dans le monde du travaux, je ferai le pont après. Je te fais confiance. Mais le monde des travaux en ligne, en fait, il y a un nombre de contenus potentiels qui est quasiment infini en fait. Ouais. Entre la plomberie, l'électricité, le nombre de problèmes à adresser en tant que marque est absolument colossal. Et on s'est retrouvé à produire 200 contenus par mois. Et on avait tout un système, tout un process pour le faire. Ce process-là, on l'a amélioré. Enfin, je l'ai importé chez Shine. Donc, chez EasyByDev, je travaillais avec 20 freelances en temps réel sur un document partagé. Peut-être qu'on en reviendra un peu plus tard. Mais du coup, j'ai importé ces méthodes-là où j'ai vu des résultats absolument phénoménaux. En fait, en produisant du bon contenu, parce qu'en gros, les gros piliers du référencement, ça va être ta notoriété, la partie un peu netlinking qui parle de toi, etc. La partie contenu, est-ce que le contenu que tu adresses est pertinent par rapport à ta cible de marque? Et après, tu as un peu le pilier technique, c'est est-ce que ton site juste il est OK pour que Google le rank et s'intéresse à lui. Et sur la partie contenu, en fait, quand tu as la technique et la brand, ce qui est le cas chez Shine, et le contenu rank tout seul et ça te fait vraiment du trafic gratuit. Alors pas gratuit, on en reviendra aussi, mais du coup j'ai un peu importé ça. Et du coup, pour moi, il n'y a pas de mauvais contenu tant qu'on est dans le scope de contenu adressable pour ta marque. Et en l'occurrence, sur la partie compte pro, c'est très compliqué de vendre un compte pro parce que déjà tout le monde ne sait pas qu'il faut un compte pro. Si je prends les auto-entrepreneurs, même les sociétés, maintenant, beaucoup de gens passent par des legal tech, etc. C'est pour ça que Shine a développé ce service-là. Mais au moment où tu crées ta société sur Shine, par exemple, on va te dire il te faut un compte pro pour faire le dépôt de capital. Et en fait, c'est ce moment-là qui est absolument clé pour nous, qu'il faut aller chercher. Donc ça, c'était le premier knowledge à avoir en tête avant de construire sa strat. Et le deuxième point, c'est purement lié à la banque, mais j'imagine que c'est vrai aussi ailleurs. C'est que le client est très fidèle. Il part très peu souvent pour la concurrence, à part si vraiment tu n'arrives pas à adresser un besoin de nombre de virements ou autre. Il changera de banque que s'il y a une liquidation dans 3 quarts des cas. Donc on perd des clients quand ceux-ci ferment leur société, ce qui est assez logique. Donc mon persona, c'est tout ce qui se passe avant ce fameux moment du dépôt de capital. Et ça commence... Alors, en fait, on a plein de personas dans la banque. Tu vois, même on a le persona auto-entrepreneur, mais chez les auto-entrepreneurs, on va avoir du livreur, on va avoir du bâtiment, donc c'est déjà plus les mêmes. Je vais avoir de l'infirmière libérale, je vais avoir
du freelance, web designer, ce genre de choses. Donc, j'ai une multiplicité de personas qui est absolument énorme. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Mais en gros, je suis parti du postulat qu'à partir du moment où on pense à quitter sa boîte, c'est potentiellement le moment où on pense à créer une entreprise, se lancer. Et donc, les premiers contenus, on va dire les plus... top of funnel, ça va être modèle de rupture conventionnelle, ce genre de choses. Comment toucher son chômage en lançant son AE, ce genre de choses. Et puis après, je vais faire tous les sujets possibles. Tous les sujets de l'AE, le chômage, la retraite, comment se lancer, les démarches, c'est quoi un cabis. Après, je vais traiter tous mes personas sociétés. C'est quoi une SASU, le guide de la SASU, comment créer une SASU en 4 étapes, est-ce que je peux créer une SASU gratuitement, c'est quoi le prix de création d'une SASU. Bref, je vais vraiment tacler tous les sujets possibles qui, dans mon scope, arrivent avant le dépôt de capital, avant la bancarisation. Parce qu'après, on va quand même en faire. Mais on va dire que c'est 10% de notre production. Ce qui vient après, c'est quand même beaucoup plus compliqué d'aller faire switcher un client. On pourra le faire switcher sur des contenus très experts, sur des gens qui ont des besoins très spécifiques. Par exemple, j'ai besoin de faire des virements à l'international. Je me suis rendu compte que mon compte pro actuel, il n'est pas bon. Donc, je commence à me renseigner, c'est quoi un virement international, comment ça fonctionne, qui fait ça. Et là, ça serait bien d'avoir du Shine parce qu'on le fait et parce qu'on a envie qu'ils viennent pour cette feature. Mais on est déjà plus à la marge. On est sur un persona connaisseur. Et en fait, le persona connaisseur, souvent, c'est aussi le patron de sa boîte. Donc, ça reste des AE. Ce n'est pas le segment de clientèle sur lequel, aujourd'hui, où on a envie d'aller, c'est plus TPE-PME. Donc, voilà. Donc ça suit beaucoup le customer journey de je suis salarié et j'envisage un petit truc jusqu'à OK, j'ai effectivement mon compte et mon business qui tourne, quoi. En fait, t'as vraiment listé toutes les étapes mentales par lesquelles la personne elle passe et donc, voilà, t'as fait en sorte d'avoir le bon contenu à chaque étape. C'est ça, et ça a été une vraie entre guillemets prise de tête de construire toute la catégorisation de ce site-là parce qu'on avait tellement de sujets à adresser. Les aides financières pour créer son entreprise. OK, les aides par région, aide en Normandie, aide machin, etc. Et ça marche trop bien. Tu tapes aide entreprise Guadeloupe, aide entreprise Normandie, il y a Shine qui pop juste après le site de la région. Tu sais que tu as du bon persona. C'est peut-être un petit peu early, mais vu que vous travaillez sur le nurturing, etc., derrière, vous savez que a priori, voilà, vous serez top of mind. Justement, l'objectif de ces lead magnets, c'est de couvrir le plus possible de trafic nativement généré. On n'a pas un lead magnet pour tous nos contenus. Encore. Donc aujourd'hui, quand tu arrives sur aide entreprise en Normandie, tu n'as pas le petit contenu qui fait qu'on a l'email, etc. Mais là, on est plus sur de la noto. J'ai vu Shine une première fois. Et le jour où je vais réfléchir à créer ma boîte, me bancariser, j'aurai le choix. J'irai sur un comparateur en ligne, je verrai Shine, Conto, Finom et je ne sais qui d'autre. Et il repensera peut-être à Shine à ce moment-là. Ok, je vois. Très bien. Donc là, on est plus sur la partie noto. Et en termes de contenu, ça va très loin. Comment ouvrir un restaurant, comment ouvrir une pizzeria, comment ouvrir une poissonnerie, enfin ce genre de choses. Et en fait, c'est très niche. Alors, ça fait beaucoup de visites, c'est assez drôle. Mais on est quand même sur des personas assez intéressants. On sait qu'ils vont passer à l'action. Clairement. Clairement. Voilà. Ok, super intéressant. J'ai envie qu'on ouvre un peu une espèce de porte sur comment être productif quand on fait du content. Parce qu'on en parlait en off juste avant, mais bon, le côté un peu painful du content, c'est que c'est du temps incompressible, ça prend du temps, etc. Comment est-ce que vous vous y prenez pour être productif et notamment, est-ce que vous utilisez des IA ? Ouais, alors on a Dust qui du coup rassemble plusieurs, enfin ça nous permet d'accéder à ChatGPT, Claude et compagnie. Donc moi j'ai un peu forcé mon équipe à s'en servir. Donc régulièrement on fait des trainings, encore là dans 2 jours on a un training, on va chacune se présenter nos assistants qu'on a itérés parce que les V1 c'était clairement pas ça. Donc on a demandé des conseils à droite à gauche et donc du coup on s'est auto-formé, on a regardé pas mal de vidéos, etc. pour vraiment s'y mettre. Moi, de base, évidemment, je me dis, oula, l'IA pour du content. Voilà. Sauf qu'en fait, je pense que c'est vraiment pas la bonne approche. Il faut savoir s'en servir, ça va être un allié. Et c'est hyper utile qu'on prenne ce tournant. Donc, c'est vrai que j'ai un peu forcé l'équipe en disant, il faut qu'on prenne le pli, dans un mois, il faut tout qu'on ait créé nos assistants, qu'on ait fait des tests sur ça. Chacune prend son scope et teste.
Et en fait, on se rend compte que oui, ça peut être utile sur plein de choses. Alors, en copywriting pur, pour l'instant, pour créer un titre, un truc hyper percutant, franchement, je trouve que jusque-là, dans mon équipe, on est encore pour l'instant, on est meilleur. Je pense que ça va peut-être changer, mais je trouve que le temps que ça prend pour avoir un truc un peu bateau quand même, c'est pas fou. Oui, puis un titre de 10 mots, ton prompt, il te prend 2 heures à écrire. C'est ça, exactement. Viens, je te sors 10 mots. Là-dessus, ouais, j'y crois pas trop. Par contre, nous, on s'en sert beaucoup pour, par exemple, se dire, on a un article, on veut en faire une vidéo. Ok, on met l'article et on va lui demander de nous faire une V1 de script. Ça va être très utile. On s'en sert beaucoup pour faire des V1 d'articles. On va s'en servir pour faire de la veille. Il y a des fois où, je sais pas, par exemple, je voulais m'inspirer de code TikTok, de boîtes B2B. Alors, j'ai quelques exemples en tête, de Notion, de machin. Mais en fait, je lui ai demandé de me donner plein d'exemples de chaînes TikTok. Il m'a donné plein de liens. Et en fait, il y en a plein auxquels j'aurais vraiment pas pensé. Donc, ça m'a fait gagner un temps fou. On va lui demander de nous donner plein d'idées, justement des idées de contenu. En fait, si on lui explique vraiment la cible, le persona, et le buyer narratif va permettre, je pense, d'avoir des idées encore plus fines. Donc pour de la génération d'idées, ça nous a pas mal servi pour reformuler, je trouve qu'il est bon. Se dire, ok, on a des fois, nous, on écrit la V1, mais il y a des phrases trop longues, machin, etc. Est-ce que tu peux nous faire une V2 qui soit plus authentique, conversationnelle, naturelle, moins commerciale, pushy, etc. Là, je le trouve plutôt bon. Voilà, donc on s'en sert pour plein de choses. Et puis après, il y a des trucs plus d'orga qui est quand on fait un meeting, il nous fait un compte rendu. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là, mais qui sont pas du tout liées au content, hein, mais liées à plus des méthodes de travail. Donc, mais je trouve que sur de l'écriture pure, sur vraiment nous créer. Je trouve que sa V1 ne sera jamais mieux qu'un vrai content manager. En fait, je trouve qu'il fait plus la version de quelqu'un qui n'écrit pas hyper bien. Alors peut-être que c'est nos prompts qui ne sont pas très bien écrits, mais on travaille beaucoup là sur les prompts, les assistants sur Dust, mais je trouve que ça se ressemble un peu tout le temps en fait. Donc, mais ça fait gagner beaucoup de temps en V1 par contre. Ah bah c'est clair. Et tu vois tous les mails de Nurture, quand tu fais des workflows où il y a 5 mails et tu hyper personnalises, donc tu fais en fonction de la convention collective, de la taille du persona, très vite, tu as des trucs, tu peux avoir des centaines de mails. Là-dessus, franchement, j'ai passé un peu de temps à faire l'assistant, mais en fait derrière il me fait des V1 qui sont quand même très très bien. Je lui demande de pusher tel contenu, et je lui dis ça c'est tofu, ça c'est bofu, et franchement c'est pas mal. Et puis moi je trouve, alors après c'est peut-être parce que mon métier ce n'est pas de faire du contenu, mais ouais. Il s'avère que j'en produis quand même beaucoup, et même après tu vois des années à écrire des trucs, j'ai souvent le syndrome de la page blanche. Ouais. Là, je l'ai plus. Ouais. Ouais, ça, c'est quand même clairement un avantage. Ouais. En vraiment génération d'idées, structure, ou des fois, je sais pas, on veut faire des vidéos, on veut trouver des fun facts au début. Bon, en fait, trouver des fun facts, ça prend vachement de temps. Oui. Pour ce genre de choses. 100% d'accord. C'est trouver des exemples, trouver. Exactement. Ouais. Tous ces petits trucs-là, ça va être hyper utile. Bon, après, il faut vérifier parce qu'il y a un paquet de choses qui. Oui. Voilà, qui sont un peu inventées, mais on apprend encore à s'en servir. En fait, chaque semaine, on découvre des nouveaux usages. Et en fait, ce que je trouve hyper intéressant, notamment dans le côté management d'une équipe, c'est que là, la personne qui est la meilleure chez nous, c'est notre alternante. Et c'est pas un hasard, c'est qu'en fait, c'est la plus jeune. Et en fait, elle s'en sert pour tout. C'est notre championne de Dust. Et c'est elle qui nous fait... Enfin, la dernière fois, c'est elle qui nous a fait le training. Et en fait, c'est ça que je trouve génial. C'est de se dire, en fait, elle nous apprend des choses. Oui. Elle nous challenge. Et je trouve ça génial que ce soit l'alternante qui fasse ça, quoi. C'est un peu une espèce d'inversion du rapport de force par rapport à cette connaissance-là. C'est un peu le mentoring inversé, quoi. C'est les jeunes qui apprennent aux vieux. Excellent. C'est très bien comme ça. Je reviens sur mon point sur le mix qualité-quantité. Ouais. Pour faire ça, comment est-ce que... Enfin, j'imagine qu'il y a aussi un enjeu de staffing. Ouais. Donc, je crois que tu disais au début, vous avez 10 freelance rédacteurs, c'est ça ? Alors, on a créé ce qu'on appelle une machine à contenu. Donc, moi, je suis arrivé avec ce concept-là qu'on a beaucoup amélioré avec le content manager de l'époque que je salue. Théo, salut. Je sais que tu vas regarder. Mais en gros, on a... en fait, pour faire de la qualité en quantité, il faut donner de la liberté à ton rédacteur. Ouais. Si tu commences à gérer des briefs à la main que tu envoies par mail à tous tes rédacteurs un par un,
en fait, tu vas te faire du mal toi-même en tant que gérant de tout ça parce que ça va te faire un flot d'informations qui est énorme. Du coup, le concept de la machine à contenu, c'est vraiment, tu crées les contenus, enfin, tu vas rédiger du contenu pour nous que tu vas choisir au sein d'une liste qui est prédéfinie. Et il n'y a pas de condition de quantité. C'est-à-dire que si tu as envie de faire 3 articles par mois, tu fais 3 articles par mois. Si tu veux en faire 0, tu en fais 0. Si en ce moment tu es chaud, tu as envie d'en faire 15, tu en fais 15. Donc en gros, on fonctionne en trimestre. Tous les trimestres, on envoie, tout ça c'est via un Airtable. Nous, on a une base de données Airtable où on met tous nos sujets. On prépare tous ces sujets. Donc, en gros, là, aujourd'hui, on fait 90 sujets par trimestre. Donc, en gros, à peu près un article par jour. Donc, attends, quand tu parles de sujets, ce n'est pas des keywords, hein, c'est vraiment des titres de sujets. Voilà, ok. En fait, on limite le risque que... En fait, si tu donnes juste le mot-clé, il y a un risque de mauvaise interprétation de l'angle. Tout à fait. Et vraiment, ce qui fait la différence en référencement et en contenu, c'est comment tu angles un sujet précis, comment tu le copyright même, j'ai envie de dire... C'est ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui pour être premier. Donc nous, on envoie 90 sujets où il y a déjà le titre, il y a un petit brief à chaque fois, il y a tout un tas d'informations, il y a le nombre de mots, il y a la future catégorie. On essaie de rendre le truc le plus riche possible. On les intègre dans un Airtable et eux ont un système d'interface où il y a une liste et ils peuvent cocher les articles qui les intéressent le plus et ils vont les rédiger pour nous et ils vont nous livrer après avec tout un système d'interface sur Airtable. Et donc, vraiment, ce qui nous permet de faire de la qualité et de la quantité en même temps, c'est d'abord ça, c'est cette philosophie de... dans mon réseau de rédacteurs, j'ai des juristes, par exemple. Ils sont beaucoup plus affinitaires avec des contenus, comment créer sa SASU, par exemple. Oui. Donc, ils vont automatiquement plutôt choisir ces sujets-là où ils sont bons, ils vont rédiger vite. Donc, pour eux, c'est un bon deal. Et à l'inverse, je vais avoir des gens plus spécialisés sur l'auto-entreprise, sur des sujets plus tout type de sujet. Et le fait de ne pas mettre de pression au résultat, c'est-à-dire ce mois-ci, tu m'en fais 5, et bah pareil, en respectant leur rythme et leurs affinités, déjà, tu te garantis une grosse qualité. Et après, le deuxième secret, c'est la partie formation. En fait, quand moi, je suis passé de Easy by EDF à Shine. J'ai importé les meilleurs, en gros. Chez Easy by EDF, j'avais 20 rédacteurs, j'ai gardé les 5-6 meilleurs, on en a recruté quelques autres aussi depuis. Mais en fait, c'est tout simplement de l'humain. Il y a vraiment des gens qui bossent super bien. Le contenu, nous, on fait pas du tout d'IA. On pense que chacun a sa patte et on cherche vraiment des gens qui écrivent bien et qui connaissent a priori des sujets. Donc, on a quand même pris des gens qui sont capables qui ont des backgrounds juridiques sur nos thématiques, etc. Et il y a tout un système de formation. Quand tu commences à travailler pour nous chez Shine, en fait, tu as des formations de base, c'est-à-dire qu'on va prendre 2 heures. On va te dire, voilà, en SEO, on fait les liens internes comme ça. On met le gras comme ça. On fait comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, ce qui est très théorique. Regarde, ça, c'est les articles qui marchent super bien, dont on est super fier et dont toi, tu dois t'inspirer pour le livrable final. Et en gros, pendant 5 articles, on va rien dire. On va les payer, les articles, même s'ils sont pas bien. On te laisse 5 articles et on voit comment tu as digéré l'information, ce qu'on t'a donné. Et après ces 5 articles-là, c'est toujours pas fini. On fait un premier vrai audit, on prend le temps, on prend 1 heure, 1 heure et demie par personne. Et regarde, là, je pense que sur ce point-là, tu aurais pu faire mieux. Sur ce point-là, tu aurais pu faire mieux. Par contre, là, tu as fait bien, etc. En fait, il y a un vrai... en fait, c'est de la formation, quoi. Ouais. Mais on laisse le temps aux gens de faire des erreurs parce que ça nous permet de voir tout de suite ce qu'il faut corriger avec la personne. Par exemple, sur tes 5 articles, l'intro, elle n'est pas catchy, elle n'est pas comme nous, on aime bien. Bon, on va souligner ce point-là particulièrement. Là, les liens internes, tu les fais pas de la bonne manière, entre guillemets. En fait, on voit la récurrence des problèmes et du coup, on peut vite agir. Et après, il y a un deuxième audit au bout de 10 et là, on définit si on travaille ensemble sur du long terme. Et une fois que tu es un peu dans le réseau, on te fait confiance a priori. Oui. Et tu as fait tes preuves, let's go, quoi. C'est ça. Donc ça, on va dire, c'est les formations individuelles pour chaque rédacteur. Et après, tu as des formations plus globales. Donc, il y a une formation brand. J'allais poser la question. Comment on parle de Shine? Shine, c'est une marque qui est très forte. Écriture inclusive, ça, c'était un challenge, par exemple, pour travailler avec les freelances. Tous n'ont pas forcément l'habitude. C'est politisé. Enfin, il a fallu faire en sorte qu'on puisse le faire. Tous les sujets RSE, écologie, etc. Il y a des contenus que je n'ai pas pu publier, par exemple, et des contenus qu'on fait exprès, qu'on publie exprès, entre guillemets, pour être un petit peu dans ce pour affirmer quelque chose. Pour affirmer quelque chose. Il faut que nos rédacteurs aient toujours ces deux
gros aspects-là dans leur rédaction, RSE, brand et expertise, pour avoir un contenu qui soit shine, quoi, en gros. Ok. Donc ça, c'est des sessions collectives. Par exemple, tout notre réseau de rédacteurs a fait une fresque du climat avec notre responsable RSE chez Shine. Ah ouais, ok. Et c'est pas mal. Oui, c'est des externes, mais vous les embarquez dans votre culture interne. Complètement. Et c'est ce qui fait franchement la diff. Il y a des rédacteurs avec qui je bosse depuis 4 ans. Oui, en même temps, c'est des gens qui vont parler de la marque. Bah, bien sûr. Donc, le fait qu'ils parlent de la marque, c'est quand même hyper important, effectivement, qu'ils comprennent la culture, et le meilleur moyen de comprendre la culture, c'est d'en faire partie. Bien sûr, et puis alors, le seul problème à cette manière de faire, je dirais, c'est la mise en avant du produit foncièrement. Oui. Je pense qu'on produit un très très bon contenu, mais pour mettre en avant ton produit, si tu n'es pas in-house, c'est quand même compliqué. Ouais. Si tu n'es pas PMM, Product Management Marketing, c'est compliqué quand tu connais pas le produit d'en parler comme si c'était le sien. Je vais donner un exemple, mais nous, on a un logiciel de facturation qui est super. Bon, bah, si tu fais jamais de facture, que tu connais pas le produit, c'est quand même dur d'être enthousiaste quand dans l'article où c'est intéressant d'en parler, tu vas dire, bon, bah, Shine a un outil de facturation. On a parlé d'IA, mais c'est quoi les autres éléments que vous avez pour essayer d'être plus productif possible ? Je pense que c'est plus un état d'esprit que je vais essayer d'insuffler, qui est... alors déjà, pour moi, le tracking est hyper important là-dessus. C'est-à-dire, en fait, OK, vous avez passé... ça, c'est un des trucs qui vous a pris le plus de temps. Vous avez passé 4 jours à écrire ça. Ça a quasiment rien ramené. On voit que c'est dans le flop 20 de notre tableau Looker. Bah, en fait, on arrête. C'est pas la peine, quoi. Donc déjà, je trouve que regarder la data va aider à ne pas travailler pour rien. Ensuite, il y a se dire... moi, c'est le truc des 3 R, reuse, reduce, recycle, que je leur martèle ça. Je pense qu'elles en peuvent plus. Mais je dis elles parce que ce ne sont que des filles. Hein. Et en fait, c'est de se dire, OK, déjà, on réduit... Parce que toujours pareil, comme on veut produire, en fait, on ne diffuse plus. Sauf qu'en fait, non, on attend, on produit, on diffuse, on produit, on diffuse. On attend de voir si ça marche avant de reproduire, etc. Donc ça, hyper important. Quand on réduire aussi, ça veut dire, avant de lancer un contenu, il faut s'assurer que ça va servir. Parce que des fois, on crée une vidéo et puis après, personne s'en sert. OK, on va s'assurer que growth, sales s'en servent. Product aussi, ils ont un besoin. OK, on mutualise. Donc c'est... faire le tour des équipes et se dire plus il y a d'équipes qui le veulent, plus on va le prioriser. Mixer ça évidemment avec les prix au business qui restent ce qu'on a toujours en tête. Ensuite, c'est recycler, réutiliser, c'est de se dire, c'est le classique, mais un contenu, il va pas servir qu'une fois, donc c'est des marronniers, donc il va servir plusieurs fois dans l'année, etc., etc. Et le truc classique aussi, qui est qu'un webinar peut devenir un article, un podcast, ça c'est les trucs classiques, mais voilà, qu'il faut garder en tête. Je pense que c'est beaucoup ça. Et ensuite, c'est... en fait, il y a un moment où quand un format marche bien, faut pas tout réinventer tout le temps. Donc oui, il y a des fois, il faut sortir de sa zone de confort, il faut challenger les choses. Mais en fait, il y a un moment où quelque chose marche très bien. Continuons. Et puis, au bout d'un moment, on va... n'attendons pas que ça décline, mais il y a un moment où on va... En fait, et c'est pour ça que les filles de mon équipe, c'est pour ça que je les trouve incroyables, c'est que avant même que je leur dise, là, il va falloir challenger le format du webinar, en fait, à un moment, elles vont arriver et me dire, je voudrais proposer autre chose parce que ça marche hyper bien, mais je pense que ça pourrait marcher encore plus. Et ça marche, en fait. Et en fait, c'est d'un côté, ça roule, et donc du coup, ça leur fait... elles passent de moins en moins de temps parce qu'elles maîtrisent ce qu'elles font. Et puis, il y a toujours un moment où elles vont se dire, tiens, là, je vais pouvoir rajouter quelque chose. Et en fait, ça, je pense que c'est hyper bénéfique parce que tout roule, donc c'est fluide, mais tu vas te rajouter un petit truc qui va faire que, ça marche mieux, et puis toi, tu es plus motivé parce que du coup, tu fais quelque chose de nouveau. Et ça, je pense que c'est hyper utile. Et puis, c'est aussi de se dire, en fait, c'est l'art de dire non. Moi, j'ai fait des trainings à mon équipe sur dire non.
Parce que, en fait, comme on a aussi voulu à un moment se positionner en business partner, être l'agence conseil en contenu, bah, le risque, c'est de dire oui à tout. Et si tu dis non, comme je disais, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne sollicite plus. Donc, en fait, tu dis oui à tout, sauf que tu as trop de choses et tu commences à produire. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, ils s'en servent pas parce qu'une fois, on t'a demandé quelque chose, tu as voulu le faire tout de suite. Sauf qu'en fait, si tu avais attendu 2 mois, on te l'aurait jamais redemandé parce que c'était peut-être pas très utile. Donc, c'est aussi de se dire, OK, en fait, on priorise. Est-ce que c'est pris au business, etc. Bah, on va voir, on va proposer des solutions. Est-ce qu'on peut pas mutualiser avec un autre contenu? Il y a des fois, on se rend compte que, bah, en fait, nous, on fait une vidéo sur le même sujet. On va juste adapter le format et en fait, ça va servir pour 2 équipes. Et c'est de se dire, il y a aussi des choses où on va le faire. Et d'autres où on va dire, bah, on va avoir un œil dessus, on va juste être en consulting. C'est aussi savoir quel rôle avoir en fonction de l'enjeu. Et il y a des fois où, bah oui, peut-être que si on l'avait fait, ça aurait été peut-être encore mieux fait parce que c'est notre métier et que quelqu'un qui n'a jamais fait de vidéo et écrire un script, en vrai, c'est hyper dur. Mais si l'enjeu c'est pas la prio numéro 1, si on a juste un rôle de consulting et qu'on vient de challenger certains points, bah en fait c'est pas grave, ça suffit. Et la fois d'après, on les aidera complètement parce que tout le monde aura mieux anticipé, etc. quoi. Donc voilà, je pense que c'est aussi faire preuve de leadership en fait, ce que tu dis, tu vois. C'est avoir une posture de leader sur ton sujet. Ouais. Et savoir dire non, c'est aussi avoir une posture de leadership, tu vois. Et puis aussi, on se rend compte qu'il y a des sujets, il y a tous des moments où on a envie de développer un truc. Et en fait, Payfit, c'est aussi une boîte qui va très vite. Donc, il y a des fois où on se rend compte que 2 mois après, le sujet, il est plus d'actu. Donc, et il y a des fois où on le sent aussi. On se dit, bah, OK, alors ça fait 3 fois qu'on nous le demande. Ce serait peut-être vraiment bien qu'on le priorise. OK, on va revoir la roadmap parce qu'en fait, là, il faut vraiment que... Enfin, moi, j'estime que, en fait, là, il faut qu'on bouscule notre roadmap pour ça. Et à l'inverse, il y a des choses où je me dis, ouais, attention, ça... on n'est pas du tout sûr. Attendons d'abord. Attendons d'avoir justement de la data, des insights côté sales pour s'assurer que là, on part dans la bonne direction. Et en fait, il y a des fois où bah, en fait, on se dit que ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas, telle intuition qu'on avait, on voulait se positionner sur, j'en sais rien, telle convention, ça ne marche pas. Bah, heureusement que tout d'un coup, on n'a pas développé 10 cas clients de cette convention, quoi. Donc, c'est temporiser et je pense que c'est hyper important aussi de savoir dire non de temps en temps. Ah, oui. Surtout dans une boîte en croissance comme celle de Payfit, parce que sinon tu te fais vraiment écraser. Quoi. Et en fait, tu te fais écraser et tu t'éparpilles. Et en fait, du coup, tu fais tout. Je pense que tu le fais pas forcément très bien. Tu le diffuses pas assez. Donc, ça marche pas bien. Donc, en fait, tu valorises pas ton travail. Oui. Donc, et du coup, tu te dis, c'est parce que j'en fais sûrement pas assez. Ouais. Et du coup, c'est vraiment l'espèce de cercle vicieux. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est aussi des fois dire, attendez, là, on vous a fait un seul contenu, mais c'est un master, c'est un contenu premium. Et en fait, il va aider beaucoup plus que 5 tout petits contenus clairement. Pas hyper utiles. Et puis, c'est aussi se dire à quel point c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir réutiliser. OK, c'est un truc, là, c'est parce qu'il y a une actu chaude, mais on sait que dans 1 semaine, on n'en parle plus. On va développer un contenu, mais avec un minimum d'effort. C'est ça aussi, c'est le temps passé, quel est le temps qu'on va passer et se dire, OK, ça, c'est un sujet qui va durer 2 semaines, mais c'est ultra important, tout le monde va en parler. OK, on fait un truc très court et on adapte quel est le bon format. C'est aussi ça, quoi.